Bien, bonjour à toutes et à tous. Jean-Didier Vermenot, je suis le président du réseau des partenaires de la région de Killal. Et voilà, donc depuis quelque temps, nous travaillons en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri, mais aussi avec d'autres chercheurs, d'autres organismes de chercheurs, de façon à approfondir les questions relatives à la crise malienne, mais bien au-delà, puisque nous travaillons, comme nous l'avions dit, le 19 juin sur la crise qui sévit dans le Sahel avec des retentissements en Afrique et dans le monde. Il est vrai, et merci donc pour l'introduction de Michel Mazot, il l'a évoqué, et bon, des événements nouveaux viennent de se dérouler depuis hier soir, cette nuit, etc. Donc il y a de nouvelles turbulences dans l'ère malienne. Alors, je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure, nous allons, juste après mon intervention, consacrer quelques instants, parce qu'il y a un certain nombre de personnes là, qui souhaitent effectivement avoir des informations. Pour ce qui me concerne, bon, les informations que j'ai, c'est que le gouvernement a démissionné, le Premier ministre a démissionné. Il semble que la capitale malienne soit assez calme à cette heure-là, mais bon, c'est sous réserve et peut-être que vous pourrez nous en dire davantage, quoi. Pour ma part, et ce que nous pouvons souhaiter, bien sûr, à nos amis, aux Maliens, c'est de retrouver la sérénité et que des solutions puissent être, bien entendu, être débattues au plan national malien pour dégager une forme, je ne sais pas si je peux dire, de consensus, mais c'est une démarche, bien sûr, à laquelle nous aspirons, nous, de notre côté, et puis qui permettrait de répondre à des préoccupations, et d'abord humanitaires, au sein de la population malienne, et puis que vraiment on trouve des issues politiques. Alors, quelques mots, ce qui me concerne, avant de passer la parole aux intervenants donc, de la table ronde, sachant qu'on va consacrer quelques instants à la situation du Mali. Donc, moi, je voulais rappeler certains éléments, certains faits que les uns et les autres vous connaissez, bien entendu. La sécession qui a été ouverte par le MNLA donc le 17 janvier par la force des armes, elle associe donc des sécessionnistes, je vais dire, et des djihadistes, ce qui est un petit peu nouveau au Mali au regard des conflits antérieurs dans ce septentrion. Les rebelles et l'ensemble des groupes terroristes qui interviennent sur ce territoire, qui est un grand territoire de 800 000 km², c'est aussi là une étape inédite dans l'histoire du Mali depuis son indépendance en 1960. Donc la question que nous nous posons, c'est en quoi ces associations d'acteurs multiples peuvent être bénéfiques pour envisager une solution, une issue à la crise, ou bien s'agit-il pour ces protagonistes d'utiliser un vaste terrain de jeu, si je puis dire, pour installer une base au trafic régional, une base du trafic illicite, et on a aussi bien entendu toute la question relative à l'exploitation de ressources du sous-sol. Alors, au-delà des rébellions passées, nous retrouvons dans ces mouvements des acteurs qui se sont impliqués par le passé. Nous devons prendre en considération, bien entendu, le conflit en Libye qui a ouvert des boîtes de Pandore d'armements très, très sophistiqués. Très rapidement, quels sont les acteurs du conflit? Le MNLA, qui lui s'est constitué officiellement en 2011, composé de plusieurs ethnies touareg. Globalement, ces ethnies qui sont toujours de nationalité libyenne et malienne, elles étaient présentes auprès de Kadhafi en Libye. Elles en constituaient les milices de ce tyran, et elles ont été chassées de la Libye, approximativement 2000 donc Touaregs sont rentrés dans leur pays, Niger et Mali principalement. Après ces combats, donc en Libye, ils sont revenus sur le territoire en passant par l'Algérie pour rejoindre les deux pays que je viens de citer. Donc au Mali, ils se sont retrouvés avec le MNLA. Je passe rapidement sur quelques étapes de tentatives de discussion entre l'État malien de l'époque et puis ces militaires revenus de Libye. Et donc ils se sont associés, bien entendu, pour combattre et gagner ce qui s'appelle l'Azawad.
Alors, le MNLA, c'est important de le signaler, a eu des soutiens, bien sûr, en France et puis aussi en Belgique. Un des autres protagonistes sur le terrain, c'est ACMI. ACMI qui, lui, provient du JSPC, qui serait composé d'environ 600 hommes. ACMI fait de cette zone un espace idéal du trafic international, la drogue, des armes et les otages humains. Alors pour eux, le nord du Mali, compte tenu de la topographie, compte tenu aussi de l'éviction de l'Algérie et de la Mauritanie, il y a là une base de repli excellente dans cette zone du Sahel. Un autre protagoniste, c'est Ansar Eddine. C'est un groupe qui chasse sur les mêmes terres que ACMI. Les fondements de l'activité de ce groupe complètent bien entendu ceux d'ACMI. Les objectifs sont communs, faire de cette zone un espace de non-droit, sauf pour les narcotrafiquants et la mise en œuvre de la charia. Un autre groupe aussi est présent, c'est le MUDJAO, Mouvement pour l'unicité des djihadistes en Afrique de l'Ouest. C'est un mouvement qui est plus récent aux yeux donc des Occidentaux. C'est une structure que je dirais supplémentaire aux deux autres dénommés pour se partager le gâteau du trafic. Le conflit est souvent présenté comme étant les conséquences de soulèvements de Touareg. Est-ce que aussi maintenant on ne pourrait pas qualifier autrement le qualifier autrement parce que la plupart de ce peuple Touareg demeure aujourd'hui loin de la situation vécue, étant donné que de nombreuses familles ne sont pas associées au MNLA, ne sont pas toutes associées non plus au MUDJAO ni en Sardine. Et globalement, les populations Touareg, toutes fractions confondues, représentent approximativement 1 500 000 personnes, hein, selon certaines sources qui divergent un peu, mais on est dans cette fourchette-là. Pour un bon nombre d'entre elles, les familles Touareg ne reconnaissent pas l'indépendance de l'Azawad, même si il y a eu de fortes revendications dans le domaine de l'autonomie. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on parle d'autonomie de gestion. Une des raisons, c'est que la décentralisation, qui aurait pu être un outil du développement local, social et économique, n'a certainement pas été à la hauteur des besoins en termes de structuration politique dans l'ensemble de ces trois régions-là. Et cette réflexion a encore été partagée voilà, quelques jours là, avec le ministre de la décentralisation de l'époque, Ousmane Sy, au sommet Africité à Dakar. On peut s'interroger aussi sur le rôle de l'Algérie. Alors c'est vrai que c'est un pays qui a des problèmes avec les Berbères au sud. Et bien entendu, il ne souhaite pas aujourd'hui la constitution d'un État touareg qui, lui, peut déstabiliser en devenant une base arrière pour l'ex-GSPC qui ne doit pas être réveillé, surtout pas, et qui ne souhaite pas, l'Algérie ne souhaite pas non plus voir d'autres mouvements ethniques dans son pays et dans cette région-là. La Mauritanie, elle ne semble pas vouloir non plus cautionner. Hein, il y a des propos qui interrogent, mais bien entendu, elle ne souhaite pas voir non plus un autre État Touareg indépendant à sa porte pour éviter bien aussi une déstabilisation. Alors, l'autre élément, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que dans cette zone sahélo-saharienne, il y a un champ de ressources minières qui est très très convoité. Il y a des ressources comme le pétrole, le gaz, etc. dans la zone de Taoudéni. Et le site pourrait aussi être connecté à un futur oléoduc qui est projeté reliant donc le Nigeria à la Méditerranée avec des connexions sur le Tchad, etc. On a aussi la présence d'uranium au sud du nord du Mali, vers Kidal, hein, cette veine géologique qui est liée bien sûr à celle du Niger. Voilà. Et puis il y a d'autres ressources qui peuvent être exploitées. Alors, on sait que le gouvernement malien, donc sous ATT, avait accordé des autorisations d'exploration à quelques pays. Et on sait qu'un certain nombre de pays, la France, la Chine, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais aussi les Américains souhaitent aussi contrôler la zone pour les raisons que je viens d'évoquer aussi, et dans le même temps combattre ACMI.
Enfin, on a une intervention, une action de l'Union européenne actuellement qui a aussi pour objectif de contrôler les migrations vers la Méditerranée. Donc voilà, je pense qu'un des enjeux stratégiques de maîtrise régionale trouve sa source donc dans la richesse du sous-sol. Alors, se pose la question aujourd'hui, bien sûr, de comment libérer le nord du Mali, comment redonner confiance aussi aux Maliens du Sud, puisqu'on sent bien qu'il y a des tensions entre les populations du Nord et du Sud, et je crois qu'il serait dommage qu'il y ait un conflit aussi interne. Et puis comment les pays environnants, sous l'égide de la CEDEAO, peuvent contribuer à retrouver la paix, la quiétude, malgré tous les accords qui ont été discutés. Nous savons tous qu'il y a une résolution donc, qui a été décidée par l'ONU. Alors c'est vrai que par rapport à cette résolution, donc l'intervention militaire, il y a beaucoup d'interrogations qui s'expriment ça et là quant à la capacité donc d'une part des militaires de la CEDEAO pour investir le nord du Mali, compte tenu de la topographie. Et puis il y a bien entendu beaucoup de voix qui s'élèvent contre les conséquences humaines éventuelles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Ça sera l'objet de la discussion tout à l'heure. On sait qu'une mission internationale de soutien pour le Mali, la MISMA, dirais-je, a été créée pour venir en appui aux forces maliennes qui se substituent à la MISEMA, qui était la mission de la CEDEAO, etc. Alors, compte tenu de la complexité du dossier, l'Union africaine et les Occidentaux prennent cette affaire en main, ont pris le dossier en main. Et hier, depuis hier, me semble-t-il, l'Union européenne a décidé de contribuer à la formation de militaires maliens, de fournir conseil, assistance au ministère de la Défense malien. Il semble que l'Europe ne fournira pas de matériel militaire. Sur la question des moyens matériels militaires, il semble que l'embargo concernant donc des matériels qui étaient sur un navire, matériel d'armement, soit en voie de transbordement vers Bamako. Ça se déroule... comment? C'est fait? Oui, bon, merci, ils se sont arrivés, donc la question, elle est réglée de ce côté-là, quoi. Alors, il semble quand même que l'intervention militaire, elle peut poser problème. On peut réfléchir sur la nature de l'intervention militaire, on l'évoquait ce midi. Mais je crois que ce qui était important, c'est la nécessité de privilégier le dialogue. Voilà. Le conflit aussi a des conséquences humanitaires dont nous devons nous emparer. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc il nous faut travailler à la nature et aux causes du conflit, qui oblige à investir des champs assez divers. Donc la question des frontières aussi. Je crois qu'il ne s'agit pas pour moi, bien entendu, de remettre en cause les frontières en tant que telles, puisqu'il y a une volonté très, très forte quand même de maintenir l'intégrité du Mali, mais aussi des ensembles de pays, qui est essentiel pour le maintien de la paix. Mais aussi, on peut réfléchir comment travailler au-delà des frontières. Et je l'évoquais, on a échangé sur ces questions-là dans le cadre des aménagements donc, de l'Afrique et des territoires, là, peut-être avec des coopérations sur un plan politique ou économique, comme ça existe déjà. D'autres questions, c'est comment intervenir aussi en termes de prévention, beaucoup plus en amont, dans le cadre de coopérations qui existent, par exemple entre l'Union européenne et un certain nombre de pays dans cette région-là. Quel est le rôle de l'Europe aussi? Je crois que c'est des questions que nous devons aborder. Alors, la France, vous le savez, souhaite aussi combiner les approches politiques, sécuritaires et humanitaires pour parvenir donc à un règlement durable de la crise. Donc, quelle signification de l'engagement militaire? Voilà quelques éléments que je souhaitais apporter pour introduire cette conférence, ce séminaire donc, de cet après-midi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez maintenant donner quelques informations sur ce qui vient de se passer dans votre pays? Ça semblerait intéressant. Il y a des attentes, mais vous pouvez venir ici. Voilà, donc merci. Et puis donc, je souhaite de bons travaux et de bons échanges. Peut-être avant de passer la parole aux intervenants, vous pouvez apporter quelques éléments sur ce qui s'est passé?
Bonsoir à tous. J'interviens plus tôt que prévu à cause de l'actualité. Je suis ici un peu au même niveau d'information par rapport au dernier développement survenu à Bamako. Mais je dois dire que ce n'était pas pour moi une surprise, compte tenu du contexte qui prévalait depuis déjà plusieurs mois, qui était un contexte extrêmement tendu dans le cadre de la transition qui était en cours. Il y avait plusieurs points d'achoppement, notamment la question de la conférence nationale, qui, selon les acteurs, n'était pas dans une grille de lecture partagée. On savait plus ou moins que le Premier ministre sortant entendait exercer un contrôle pratiquement certain de ce forum, tandis que l'esprit de ce forum était de deux choses, c'est-à-dire d'abord que ce soit toutes les forces vives du Mali qui soient réunies, c'est-à-dire donc un caractère inclusif, et surtout il fallait éviter d'en faire un forum gouvernemental, parce que ça serait faire échec à l'esprit de cette concertation. Mais le Premier ministre sortant a nommé à la tête de la concertation son directeur de cabinet. Et cela au moment même où il était soupçonné, à tort ou à raison, mais on va dire plus à raison, d'avoir un agenda personnel dans le cadre de la transition. Il faut quand même rappeler que Cheikh Modibo Diarra a été choisi par la junte au moment du coup d'État. Et il bénéficiait à l'époque de tous les a priori favorables au Mali. Mais ce qui s'est passé dans l'intervalle, c'est que très rapidement, on a vu se manifester des comportements qui n'étaient pas forcément en phase avec les exigences de la transition. D'abord, la constitution des équipes était très fortement teintée. On voyait beaucoup de formes de favoritisme dans sa façon de constituer les équipes autour de lui. Ensuite, une tendance à exercer la totalité du pouvoir, parce qu'il y avait à l'époque, il faut le dire, la confusion sur le terme de Premier ministre de plein pouvoir, qui a été un terme inventé par l'accord cadre, alors même qu'il y a eu un président. Donc, bref, la tension est montée crescendo, d'abord sur la base que Cheikh Modibo Diarra, aux yeux de la junte, avait cessé de correspondre d'abord à tout ce qui était mission écrite dans l'accord cadre. Parce que la transition, l'accord cadre, c'est deux choses essentielles. Libérer le Nord et puis organiser les élections et partir. En plus, il ne se privait pas de dire à qui veut l'entendre qu'il se présenterait quand même aux élections prochaines. C'était clairement son agenda, c'était plus un secret de polichinelle, tout le monde le savait. Et tout ça a fini par lasser les populations de Bamako. Et, entre autres choses assez révélatrices, c'est qu'au moment où, en juillet dernier, le président était en convalescence ici, il a
il a pris les antennes pour dire que lui, de toute façon, il n'imaginait pas une démission et que même dans l'hypothèse, il se demande à qui il remettrait cette démission. Voilà des propos qui ont choqué les gens, qui montraient déjà à cette époque une sorte d'affranchissement de tout. Mais il y a une réalité qui, à mon avis, doit rester assez claire pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation pas normale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir au Mali comme si on réfléchit dans un État qui marche au plan institutionnel à merveille. Non, ce n'est pas le cas. Le pays fonctionne actuellement sur la base, enfin au plan légal, sur la base de deux outils. L'un, l'accord cadre, qui avait essentiellement pour vocation d'aider à sortir le plus rapidement possible de la crise politique en tout cas, et de récupérer ce qui peut l'être dans la Constitution. Et donc, c'est cet arrangement politico-juridique avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui a permis la relative stabilité politique au Sud qui, hier, a été remise en cause. Et on peut longuement épiloguer dessus, mais ça reste des logiques d'acteurs. Et personnellement, c'est la lecture que j'en tire. Et dans la mesure où, je l'ai dit, on n'est pas dans une situation normale, la junte s'étant retirée, en tout cas officiellement, car le capitaine Sanogo, qui est quand même le président du comité militaire pour la réforme des forces de défense et de sécurité, qui est un organe transitoire prévu par l'accord cadre, eh bien, on ne peut pas lui reconnaître la légitimité à occuper un poste de ce genre qui a été créé, si vous voulez, taillé pour le personnage, et dire dans le même temps qu'il y a des ingérences institutionnelles. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir ce qu'on veut. Donc, pour les Maliens les plus légalistes, c'est un moindre mal dans la mesure où il y a un gouvernement qui fonctionne avec un Premier ministre et un président de la République. Mais la vérité, la réalité du pouvoir, elle va rester là où il y a la force des armes et la troupe. Et c'est ça le phénomène Kati. C'est ça le phénomène Kati. Voilà. Chacun sait que le capitaine Sanogo a arraché le pouvoir des mains d'ATT. C'était clairement dans le but de l'exercer. Et comme un gamin qui prend le feu, il a dû le jeter précipitamment parce que la CEDEAO a mis les fers et la pression. Mais il a aussi organisé son jeu. Ça me paraît logique. Hein. Quand il a décidé d'aller prendre le pouvoir, c'était bien une décision de changer les choses, quoi qu'on pense de lui, c'est-à-dire de changer les choses à sa façon. Et donc, de façon claire, il convient de savoir qu'il est l'homme fort. La preuve, le gouvernement qui vient de partir comporte plusieurs portefeuilles de souveraineté dont les titulaires ont été carrément désignés par Sanogo. Et donc, c'est vous dire quelle est la réalité du pouvoir qu'il détient en dépit du fait qu'il est personnellement en dehors de la sphère institutionnelle. Voilà. Je pense que, grosso modo, en attendant les discussions, c'est l'avant-goût que je peux vous donner sur ce développement-là.
Merci.